Merci d'être présent. C'est assez impressionnant de se retrouver ici. Merci également aux organisateurs, c'est hyper bien organisé. Donc je suis ravie d'être là. Sur ce sujet, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai demandé à Nabil si je pouvais monopoliser les 2 jours, il m'a dit non. Donc du coup, j'ai une présentation de 30 minutes. Voilà. Donc pour commencer, je voulais vous raconter une histoire vraie. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a des gens qui ont calculé la circonférence terrestre juste en mettant des petits objets à différents endroits au même moment, en calculant l'ombre portée du Soleil par rapport à ces objets. Et ils ont réussi à calculer la circonférence de la Terre à 10% près. 6e siècle avant Jésus-Christ, vous imaginez ? Et en parallèle de ça, les premières expériences en psychologie, elles datent de la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, c'est la naissance de vos arrière-grands-parents, à peu près. Donc vous imaginez le décalage qu'il y a entre l'astronomie et la psychologie, les connaissances. On va chercher, en fait, les humains cherchent à comprendre ce qui se passe dans l'univers le plus loin possible. Et puis finalement, en fait, ils oublient de se regarder eux-mêmes et de se dire, quelles sont les sources de nos comportements, comment on se comporte, sachant qu'une expérience en psychologie, vous avez besoin d'un papier, d'un stylo. Vous pouvez remplacer ça par du sable, un bout de bois, enfin n'importe quoi. En tout cas, c'est faisable. Calculer la circonférence terrestre, ça nécessite quand même de prendre conscience que la Terre est ronde, etc. Enfin, au niveau technique, ça me paraît plus compliqué. Et pourtant, on a réussi à le faire il y a très longtemps. Moi, j'utilise ce terme psychologie numérique pour parler vraiment d'un domaine où on va aller chercher des connaissances en psychologie cognitive, en psychologie sociale, et ça peut être aussi d'autres connaissances, pour l'appliquer au monde du numérique. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des conditions de transformation de l'utilisateur. Alors, je vais rester sur des choses assez générales. Peut-être que certains seront un peu frustrés en se disant finalement, c'est des choses que je connais déjà ou dont j'ai déjà des hypothèses. Mais comme on l'a vu, ce qui est important, c'est de toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai pas vu et qui est juste devant moi, comme l'histoire que je vous ai racontée entre l'astronomie et la psychologie. Finalement, on va toujours chercher des choses qui sont très loin. Et qu'est-ce qu'on n'a pas compris qui est vraiment juste devant nous. Donc, moi, j'aime bien parler de 3 étapes, en fait, dans la manière dont on peut proposer des expériences qui vont transformer la vie des gens. Première étape, proposer un design attractif. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous connaissez par cœur. On parle d'utilisabilité, on parle de guider le regard des gens, on parle d'être clair, d'avoir des typos qui sont propres, qui sont lisibles, qui sont accessibles, etc. Donc c'est vraiment des choses assez basiques, mais on le verra, on a toujours des questions à se poser finalement dans cette étape-là. On va avoir créé un impact. Créer un impact, c'est comment on intéresse les gens, comment on les fait revenir finalement sur nos services, comment on leur permet de mémoriser ce qu'on va leur proposer. Et puis, 3e étape, remporter l'adhésion. Donc, remporter l'adhésion, c'est vraiment les accompagner au mieux pour qu'ils réalisent leur activité chez nous. Donc ça peut être, je ne sais pas, arrêter de fumer, se mettre au sport. Comment on fait pour vraiment les motiver au jour le jour, les accompagner, comme si on était à côté d'eux finalement, comme si on était un coach et qu'on allait les aider en présentiel, mais comment on le fait avec un service numérique. Alors, je voulais commencer par vous parler de l'origine du monde cognitif. En fait, c'est quoi vraiment la base, si on reprend la base de la base, qui est commun entre un humain, un organisme, un animal qui peut être vraiment un organisme unicellulaire, etc. C'est quoi la base ? Donc, c'est la boucle perception-action. En fait, on va agir dans le monde, on va percevoir l'action qu'on a menée, et ensuite, à partir de là, on va mener notre action.
Donc, vous voyez, même les bébés, ils fonctionnent comme ça, en fait. Ils agissent, et puis, en fait, à partir de ce qu'ils perçoivent du feedback de leur action, eh bien, ils vont ensuite imaginer avoir des modèles mentaux, en fait, qui vont s'imprimer en eux. Je voulais aussi vous parler du fonctionnement de l'œil, puisqu'on parle de perception. En fait, la perception de la vue, elle est plus complexe que ce qu'on s'imagine, comme ça, intuitivement. Bon, bien sûr, on a la rétine. Après, les images qui s'impriment sur la rétine, elles vont arriver au niveau du corps genouillé latéral et puis arriver au niveau du cortex visuel. Okay. Et en fait, quand on regarde de plus près, c'est le corps genouillé latéral qui synthétise les informations, mais il n'y a que 20% des informations qui viennent directement de la rétine. Le reste, en fait, c'est des informations qui viennent du cerveau, donc qui sont des feedbacks de ce qui vient de la rétine. Et donc, c'est déjà une interprétation du monde. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête, puisque finalement, nos perceptions sensorielles, elles sont déjà une interprétation du monde. Donc, on peut déjà voir des choses, se tromper dans nos perceptions. Et notamment, moi, j'ai vu plein de fois, sur des écrans, c'est indiqué, on a l'action qui est indiquée, les utilisateurs ne le voient pas forcément. Alors que on a travaillé sur l'utilisabilité, enfin, tout est à peu près cadré, mais finalement, c'est là, mais la personne ne le voit pas forcément. Parce que, en fait, notre histoire, notre façon de fonctionner, notre culture, tout ça va impacter sur nos actions, sur la manière dont on perçoit le monde et sur la manière dont on agit. Et donc, on va transposer en fait tout ce qu'on connaît d'avant sur l'action actuelle. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. J'avais fait un test utilisateur à partir du formulaire de recherche de billets de train SNCF. Donc, à l'époque, on avait le lieu de départ, le lieu d'arrivée. Donc là, c'est pour les allers-retours. La date de départ, la date de retour, et puis l'heure de départ de l'aller et l'heure de départ du retour. Et en fait, j'observais une dame qui n'avait pas du tout l'habitude de prendre des billets de train. En revanche, elle utilisait les transports en commun, ce type d'interface où on peut dire à quelle heure on veut arriver. Je veux arriver avant 18h, le 14 mai par exemple. Et donc en fait, elle transposait tellement ses usages que finalement, en fait, sur ce formulaire SNCF, eh bien, en fait, l'heure de retour, elle a confondu avec l'heure d'arrivée. Et donc, elle ne comprenait pas du tout, elle a complètement bugué. Et elle a passé 5 minutes à me poser des questions. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Et puis, à se dire, mais c'est quoi ce bazar? Je ne comprends pas. Vraiment, il y avait... Et donc, il faut l'imaginer toute seule chez elle, à galérer. Je ne sais pas si elle serait allée jusqu'au bout de sa réservation SNCF. En tout cas, d'un point de vue utilisabilité, on peut se dire, voilà, c'est correct, ça fonctionne, mais les utilisateurs vont transposer leurs usages. Et je pense aussi, j'ai beaucoup de discussions, peut-être que vous les avez aussi, avec des gens qui ont des difficultés avec le numérique, certains services, et qui vous disent, mais moi, je ne me sens pas compétent. Et du coup, ils partent avec un a priori de je ne vais pas y arriver. Et donc, forcément, tout les mène à échouer, puisque voilà, plutôt que de chercher, ils vont dire ah mais je comprends rien, et puis ils vont s'arrêter assez rapidement. Donc, on en connaît tous des gens comme ça. Et parfois, les services sont très mal faits aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, je voulais défendre l'idée qu'on a forcément des transpositions, on va transposer nos usages antérieurs sur l'usage actuel. Donc vos utilisateurs projettent leur vision du monde et transposent leurs usages antérieurs. Moi, ce que je voulais défendre dans cette première partie, c'est que mieux connaître les processus cognitifs de la perception et de l'action permettent de participer à proposer un meilleur design, un design plus attractif. On va faire un petit test. Vous êtes OK? Alors, je vais vous demander, je vais compter de 3 jusqu'à 1. Je vais vous demander de dénommer cet animal, donc de me dire quel est cet animal. C'est parti, vous êtes prêts? 3, 2, 1.
Parfait, super. Mais ça, c'était juste l'échauffement, hein. Maintenant, on va faire le vrai test. Alors, je vais vous demander de lire le mot. C'est parti, 3, 2, 1. Parfait, vous savez lire, c'est magnifique. Maintenant, je vais vous demander, plus difficile, de dénommer la couleur du mot. Donc, de me dire de quelle couleur est le mot que je vais vous présenter. 3, 2, 1. Bleu, exactement. Maintenant, je vais vous demander de dénommer la couleur du mot également. Voilà, il y en a qui se sont plantés et merci beaucoup. J'attendais que ça. Bon, je vais vous expliquer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Stroop. Certains connaissent peut-être. Il s'agit en fait on a des stimulus qui sont à peu près identiques. Donc là, bleu, soit écrit en noir, soit bleu écrit en vert. Et en fait, on va soit demander aux gens de lire. C'est ce qui correspond à un processus automatique, puisque en fait la lecture c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Vraiment, on est très habitué à lire et on peut à peine s'empêcher de lire, hein. Vous voyez le texte qui défile ici. En fait, moi tout à l'heure je le lisais alors que j'écoutais Sylvie qui parlait, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le lire. Donc vraiment, c'est tellement surappris que ça devient automatique. Et à l'inverse, dénommer des couleurs, franchement, on le fait à la maternelle et puis après, on arrête. Donc, c'est une compétence qu'on connaît. Par contre, c'est un processus contrôlé parce que ça nous demande de l'attention. Et en plus, ce que je vous ai demandé, donc c'est pour ça qu'il y en a qui se sont trompés et qu'on a eu un délai de réponse qui était plus long, c'est que là, dans le cas, en plus, j'ai fait exprès de vous piéger, je vous ai écrit bleu en vert. Donc du coup, il faut d'abord inhiber le processus de la lecture, qui serait de donner la réponse bleue, et pour ensuite activer le processus de la dénomination du mot. Et donc, tout ça pour vous dire que déjà, voilà, je trouve que cette théorie, elle est assez intéressante. Moi, elle m'a beaucoup inspirée. Mais ce que je vous propose aussi, c'est de pouvoir l'utiliser directement en fait, dans des interfaces, en permettant de réduire la charge cognitive en misant sur les processus automatiques. Par exemple, si je vous montre cette page, qu'est-ce qu'on voit en premier ? Eh bien, ça va être plutôt le visage du petit garçon qui sourit. Donc déjà, avant de prendre connaissance du contenu de la page, on va déjà en fait être impacté par la photo. Okay. Et donc c'est assez puissant, notamment les visages. C'est quelque chose de très puissant. Et les émotions véhiculées par les visages, c'est encore plus puissant. Quand j'étais en thèse, j'ai travaillé sur la gestuelle et l'impact de la gestuelle sur la communication et sur la collaboration. Et je me suis aussi intéressée, bien sûr, aux mimiques. Et donc, ça, c'est les 6 émotions de base. En fait, Ekman, c'est un ethnologue qui a montré des photos de visage à plein de populations, donc au Canada, aux Canadiens, aux Américains, mais aussi à des populations isolées, et qui leur a montré plein d'expressions comme ça. Et il a découvert qu'il y avait 6 émotions de base qui étaient reconnues universellement, donc qui sont la peur, la colère, la joie, la surprise, le tristesse et le dégoût. Et donc ça, vous montrez des photos exprimant ces émotions-là à n'importe quel humain sur Terre, il va les reconnaître, et même beaucoup d'animaux également. Donc, on parlait tout à l'heure des recherches en ethno, etc. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir ces données parce que ça nous permet vraiment de comprendre certains effets, pourquoi on fait certaines choses, et puis de le faire en conscience et aussi de pouvoir jouer avec ça. Donc, sur les gestes également, les gestes, on a tout un répertoire de gestes qui peuvent permettre d'exprimer des choses. Et donc, allier le geste et la mimique, ça permet vraiment de véhiculer des émotions en fait, qui passent directement, de façon automatique. Donc, vraiment de façon très rapide. Moi, j'aime bien cette citation de Sapir. « Nous répondons aux gestes avec une extrême sensibilité et selon un code qui n'est écrit nulle part, connu de personne,
mais compris par tous. C'est exactement le principe. D'essayer de jouer avec ça, de véhiculer des émotions, un état d'esprit qui va être immédiatement reconnu. Sur les vidéos aussi, les vidéos c'est quelque chose d'assez puissant. Moi je m'en suis rendu compte. Donc là c'est une vidéo d'un cours que j'ai fait chez Open Classrooms. Quand je suis allée dans leurs locaux, en fait j'ai croisé un jeune homme et j'ai failli lui claquer la bise parce que je pensais que je le connaissais, mais en fait j'avais juste vu quelques vidéos de lui sur Open Classrooms. Et donc heureusement, je lui ai dit bonjour et de façon, on va dire, il n'a pas été surpris plus que ça, mais en tout cas, voilà, on a l'impression des fois, les gens qu'on peut voir en vidéo, de les connaître, d'avoir déjà un lien avec eux, alors qu'en fait, ça va que dans un sens. Mais parce que, en fait, la gestuelle, le regard, les mimiques, c'est des choses qui sont très puissantes, puisque forcément, c'est surappris comme la lecture, voire plus que la lecture. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que l'émotion est vraiment un fixateur de mémoire. Et je vous montrerai juste après un exemple. Mais si je vous propose d'apprendre des listes de mots avec des mots et des images qui ont une valence émotionnelle ou d'autres qui ont une valence émotionnelle neutre, en fait, vous allez retenir 2 fois plus les mots qui ont une valence émotionnelle. Par exemple, entre baignoire et joie, vous allez retenir 2 fois plus joie que baignoire. La pertinence d'une information, ça c'est intéressant en fait. Quand l'utilisateur tombe sur une information qui est hyper pertinente pour lui, eh ben, il va s'en souvenir, il va se souvenir de ça. La rareté également, et la surprise. La surprise, c'est pareil, c'est très puissant. Je vais vous montrer un exemple. C'est un exemple que beaucoup connaissent, de Mailchimp. Au départ, l'histoire un peu de cette animation, Mailchimp, c'est un site qui permet d'envoyer des mailing lists, des grandes mailing lists. Et au départ, il y avait un designer qui avait déjà fait ça et qui savait que c'était un peu stressant en fait parfois quand on envoie, je ne sais pas, 2000 mails ou un mail à tous ses clients pour annoncer un nouveau produit, etc. Et donc, il avait fait l'animation en haut à gauche. Il avait proposé cette animation une fois que l'opération était réalisée. Et en fait, ça a été assez viral. Il y a plein de gens qui se sont pris en photo avec leurs mains qui tapaient dans la main du singe. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était pour les utilisateurs, c'était assez important. Quelque part, ça les déchargeait, ça mettait de l'humour sur quelque chose qui pouvait être un petit peu stressant. Et donc, à partir de là, ils ont travaillé sur une animation. Vous avez le doigt du singe, donc juste avant d'appuyer, le doigt du singe qui transpire, qui tremble avant d'appuyer sur le bouton. Et en fait, voilà, ça leur a permis de se faire connaître et ça leur a permis aussi d'être en empathie avec leurs utilisateurs et de décrisper un peu ce moment qui est un moment clé en fait de l'usage de leur service. Donc je vous engage, encore une fois, chacun vient d'univers différents, mais on peut tous appliquer ça. L'émotion et la surprise sont des ingrédients puissants pour la mémoire. Donc l'idée, c'est de se dire comment on va pouvoir les utiliser au mieux. Alors l'idée, c'est pas d'en mettre partout, mais de se dire, tiens, et si j'explorais ces questions-là. Donc mieux connaître les processus cognitifs de l'attention et la mémorisation pour créer un impact et pour rester dans la tête de vos utilisateurs et vraiment que vos utilisateurs apprécient votre service, s'en souviennent et reviennent. Remporter l'adhésion, c'est vraiment accompagner au mieux vos utilisateurs et c'est déjà pas les crisper. Là, je vous donne un exemple. Moi, actuellement, je travaille sur la prise de parole en public. Et notamment, donc, j'ai exploré les différents systèmes qui existent. Et en fait, dans la prise de parole en public, quand on interroge les formateurs, ils nous disent que ce qui est prégnant, c'est l'anxiété de parler en public. Vraiment, les gens sont stressés. C'est à peu près la première raison pour laquelle ils font appel à un coach ou un formateur. Et donc,
les gens qui veulent apprendre la prise de parole en public, ben, ils sont un peu fébriles. C'est un peu comme quand on apprend une langue étrangère et on se sent tous un peu nuls en anglais, sauf les gens qui sont très bons. Mais pour la plupart, on se dit, ben voilà, on voit plus le manque que ce qu'on a acquis déjà. Et donc là, ils leur donnent un score. En fait, ils évoluent. L'idée, c'est qu'on fait une petite vidéo d'une minute ou deux, et puis ils évaluent en fait la qualité de votre prise de parole en public. Alors, on a un diagramme araignée avec la vitesse d'élocution, le ton, l'articulation, etc. Donc ça, je trouve ça super, mais par contre, le score général, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis, si vous avez un score de, je sais pas, 50%, vous dites, dis donc, la marche est haute, quoi. Donc déjà, c'est la première chose, c'est éviter les grosses boulettes qui permettent vraiment où votre utilisateur il va se sentir choqué, impacté de façon négative. Je vais vous montrer aussi cet exemple rapidement. En fait, ça c'est l'interface d'il y a quelques années d'Airbnb. On voit que c'est très efficient. Là, c'est vraiment, on va droit au but. Et là, c'est celle d'aujourd'hui, où c'est un peu l'inverse. En fait, on incite plutôt l'utilisateur à regarder, à se dire ah tiens, j'irai bien là. Ah tiens, au Brésil, il y a un appart qui a l'air sympa et tout. Alors bien sûr, on peut toujours chercher, si on a une date précise, un lieu précis, on peut toujours chercher en haut au milieu. Mais l'idée, c'est plutôt d'inspirer les gens. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'au départ, eh bien, Airbnb, les gens n'étaient pas forcément habitués à l'utiliser. Et maintenant, ils ont des utilisateurs qui ont l'habitude, qui savent comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est plutôt de les inspirer et de leur donner envie d'y retourner. Et donc, on est passé de l'efficience, finalement, à l'inspiration. Ça, c'est un endroit plutôt sympa. Là, c'est Duolingo. Duolingo, donc c'est un système. Je vous encourage à jeter un œil parce que c'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment plein de choses qui sont très bien faites chez eux. Et là, c'est un exercice d'anglais où vous n'avez même pas le logo de la boîte. Vous êtes focalisé. L'idée, c'est vraiment de focaliser toute l'attention de l'utilisateur sur la tâche qu'il doit accomplir. Donc, c'est vraiment très bien fait pour ça. Et ils ont également un système de rappel, puisque forcément, vous voulez apprendre une langue étrangère, vous améliorez. Vous êtes motivé au départ, vous êtes très motivé les 3 premiers jours. Et puis après, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, et en fait, c'est ça qui compte. Et donc, eux, ils ont tout un système où ils vous encouragent tous les jours sans vous culpabiliser. Donc, c'est vraiment là où il faut vraiment être fin sur comment on motive la personne, on remotive la personne, puisqu'à la base, elle est motivée. Mais il faut lui donner des rappels en lui disant c'est peut-être le moment. Ils étudient aussi le moment auquel vous faites les exercices et du coup ils ont tendance plutôt à vous donner des rappels à ce moment-là, ce qui est plutôt malin. Donc voyez comment on peut, là on a vraiment une posture d'accompagnant, de coach pour vraiment motiver, aider la personne à réussir ce qu'elle est venue faire chez vous. Et je vous donne un dernier exemple. C'est Ulule, parce que l'ayant utilisé, j'avais trouvé que c'était vraiment très bien fait. Donc assez facilement, vous créez un projet. Donc c'est pour créer des projets participatifs. Et tout de suite, vous avez une personne attitrée. Ici, c'était Lucille, qui vous accompagne et qui vous donne des premiers conseils. Et donc, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on se sent vraiment accompagné. On n'est pas lâché dans la nature. Il y a une personne en particulier qui suit notre projet. Donc, elle sait de quoi on parle. Elle suit les choses. Elle répond assez rapidement. Et en parallèle de ça, il y a plein de documents qui sont assez bien faits et qui sont envoyés au moment où vous en avez besoin. Et donc, sous forme de vidéos. Je vous le disais, les vidéos, c'est assez puissant. Et donc, en fait, on a ces parcours-là qui permettent vraiment d'accompagner au mieux. On a à la fois des vidéos, des documents qui sont simples et à la fois un accompagnement individuel.
voilà pour ça. Bon, je pourrais compléter, hein, comme je vous le disais, j'aurais plein de choses à dire sur ces sujets, sur comment engager les utilisateurs. Mais en tout cas, c'est vraiment, je pense, un sujet voilà, qui est intéressant, qui est adapté forcément à chaque service. Donc sur ces trois parties, ce que je voulais vous dire, donc, pour reprendre un petit peu ce que je vous ai présenté, proposer un design attractif, donc prendre en compte les modèles mentaux des utilisateurs, c'est important. Et je pense qu'on peut aller plus loin aussi en faisant peut-être des catégories d'utilisateurs, de voir quels sont vos différents types d'utilisateurs. Créer un impact, donc en réduisant la charge cognitive, en misant sur les processus automatiques. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est plutôt les visages expressifs et la gestuelle. Amener de l'émotion et de la surprise, c'est vraiment quelque chose d'important, au-delà vraiment de l'efficience. Et puis, remporter l'adhésion, donc accompagner, comment on fait pour accompagner chaque utilisateur en fonction de ses objectifs et de ses besoins. Voilà, donc ce que je voulais vous inviter à faire lors de cette conférence, c'est vraiment mieux connaître les processus cognitifs pour concevoir des expériences qui transforment. Vraiment essayer de se dire quels sont les processus cognitifs qui sont en jeu, comment l'utilisateur va procéder de manière fine, comment ça va se passer d'un point de vue perception, attention, mémoire, émotion, et puis explorer en fait ça pour permettre de vraiment savoir ce qu'il fait derrière son écran et pas juste entre guillemets appliquer des bonnes recettes du UX-design, mais vraiment d'aller vers cette compréhension. Et je pense que pour chaque type de domaine d'application, il y a des choses à aller chercher, et notamment dans la recherche. Donc vous pouvez aller, par exemple, vous pouvez aller sur Google Scholar et chercher des articles de recherche. Alors, beaucoup sont en anglais. Mais il y a des choses vraiment très très intéressantes que vous pouvez aller chercher. Et puis autre chose aussi, je pense que aujourd'hui on a certains cas théoriques qui sont intéressants de ce point de vue-là, mais qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et que finalement, comme je vous l'ai montré au départ, on a toujours tendance à aller chercher les choses très très loin, et des fois juste regarder sous ses yeux. Donc en l'occurrence, ça peut être ces utilisateurs, les utilisateurs, vos utilisateurs. Eh bien, ça peut enrichir énormément vos designs. Voilà, je vous remercie. Merci Liv. On va passer à une petite séance de questions-réponses. Alors je vous invite à lever la main. Voilà. Merci. Moi, je me suis fait la réflexion que pendant votre présentation, que ça aurait pu s'appeler aussi comment mettre de l'humain, de l'humanité dans le design en fait. Parce que, bon, je ne sais pas si par exemple, C'est bon, je te vois. on peut voir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi, je suis designer UX et paradoxalement, j'ai de plus en plus de mal avec les outils digitaux. Je trouve ça de plus en plus imbuvable, alors que paradoxalement, c'est de mieux en mieux fait. Après, c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes bonnes pratiques. Et finalement, on est sur un plateau là où, c'est de mieux en mieux, mais ça stagne un peu. Et c'est vrai que tout de suite, ramener des visages, ramener du geste, ramener de l'humain par des truchements de processus cognitifs, je pense que ça aide beaucoup et ça réduit, comme tu dis, la charge mentale. Bon, il y a le guidage qui est essentiel. Je trouve qu'on met jamais assez de guidage. Mais voilà, c'est plus une remarque. Et oui, ça manque de place vraiment pour ramener de la chair, ramener de l'humain dans le design, ce qui rendrait les choses peut-être moins imbuvables. Ouais, je te remercie. Ouais. Hier soir, petite anecdote, je suis allée prendre mon hôtel et à la réception, il y avait un jeune homme qui voulait une chambre d'hôtel et qui vient s'adresser au desk. Et on lui dit non, faut aller sur le site, faut aller sur le site. Et le gars, il fait mais moi, je veux juste savoir si vous avez une chambre ce soir de dispo. Ils font non, allez sur le site, allez sur le site. J'ai trouvé ça hyper violent en fait.
parce que le gars, il n'a pas forcément un portable sur lui, enfin voilà. Mais finalement que tout passe par le numérique, alors que des fois, ben, du contact humain, ça peut permettre vraiment. Et c'est pas forcément. Enfin, il y a des pistes, je pense, pour le faire sans forcément avoir quelqu'un derrière chaque utilisateur, quoi. Mais effectivement, remettre l'humain au centre, quoi. Finalement, en fait, je répète les mêmes choses depuis 20 ans, mais... Une Merci. autre question sur votre gauche. Bonjour, merci pour la présentation. Grégory, moi je viens aussi du monde des sciences cognitives et je voulais vraiment avoir ton retour d'expérience sur justement comment on l'amène au début d'un projet, que ce soit une réponse d'appel d'offres, que ce soit une sollicitation d'une équipe, etc. Comment on va amener justement ce matériel ou ce sujet de la psychologie cognitive, là où on retrouve beaucoup d'agences qui tout de suite nous embarquent dans le design thinking, sur des méthodos, des choses comme ça. Donc est-ce que aujourd'hui c'est un gros mot ou est-ce que finalement c'est un levier? Comment on va justement enclencher cette thématique-là dans les pré-discussions d'un début de projet? Je me suis jamais posé la question parce que pour moi c'est juste partager ma vision du monde, c'est-à-dire que si tu as une interface où tu sens que l'utilisateur il est pas assez guidé et qu'il va se perdre, tu peux parler des phénomènes d'attention, dire bah, l'attention c'est fragile, donc il faut vraiment faire attention. Là l'utilisateur il risque d'être perdu. Donc, c'est amener, je pense, les choses de façon très naturelle, avec son regard, en fait. C'est de la communication, je pense, par rapport à son métier. C'est moi, je vois, de mon point de vue d'expert, les choses de cette manière, et je t'alerte, toi, client, sur voilà, une interface que tu pensais proposer, parce que là, je pense, j'ai les outils et j'ai l'expérience pour dire que là, il y a un risque, en fait. Et là, je pense qu'on est écouté quand on dit les choses comme ça. Après, il ne s'agit pas forcément d'être pompeux, mais juste de dire les choses simplement et avec son regard d'expert, et il est légitime en fait. Merci. On a une question sur votre droite. Bonjour, je suis UX designer et je voulais réagir par rapport à ce que tu soulignais sur l'historique et sur ton exemple. On voit donc que cette personne a un historique, mais comment prendre en compte la diversité des historiques de chacun? Et on peut pénaliser d'autres. Comment on privilégie un historique par rapport à un autre? Ça, c'est une question assez classique de choix d'outils, de design. Est-ce qu'on fait beaucoup de tests utilisateurs pour finalement avoir des comportements qui sont rares, mais pouvoir les ressortir? Est-ce qu'on analyse les données du site pour voir s'il y a des blocages quelque part, et puis après on creuse? Il y a différentes pistes. Il n'y a pas de réponse, tout dépend aussi des moyens qu'on a, du temps qu'on a, de l'accès aux utilisateurs. Enfin, il y a plein de questions par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, je plaide pour faire beaucoup plus de tests utilisateurs qu'on en fait aujourd'hui. Je pense que 5 utilisateurs, ça suffit pas parce qu'on ne voit pas l'étendue de tous les comportements. Et puis, autre chose aussi, c'est que je pense qu'il y aurait un intérêt à creuser vraiment ce qu'il y a dans la tête des utilisateurs, donc quelles sont leurs stratégies vraiment exactement. Donc on a par exemple les entretiens d'explicitation, c'est des choses, c'est des outils qui nous permettent d'aller vraiment plus profondément dans quelle est la stratégie, comment les gens procèdent. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps de le faire. Mais je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai la chance d'être plutôt du côté recherche, donc j'ai parfois plus de temps. Mais après, l'idée, c'est ça aussi, c'est de pouvoir partager ses connaissances et puis d'avoir cette compréhension de comment l'utilisateur va pouvoir agir, en fait.
et quels sont les processus qui sont sous-jacents qu'on voit pas forcément, qu'on prend pas forcément le temps d'explorer pour diverses raisons. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Merci. Il y a une question dans l'orchestre. Merci pour la présentation. Je Merci. n'ai pas l'habitude de m'entendre au micro. Je voulais juste aborder le sujet des biais cognitifs qui ne sont pas cités là. Et je voulais savoir si on parle de ça ou pas. Et du coup, de parler un peu d'éthique pour savoir si on fait des nudges pour pousser les gens à faire des choses sans qu'ils s'en rendent compte. C'est une vaste question. Les biais cognitifs, moi, ça me fait rire de parler de biais cognitifs. En fait, je pense que c'est le fonctionnement du cerveau qui fonctionne d'une telle manière et qu'en fait, il y a un décalage entre ce à quoi on peut s'attendre en tant que concepteur et finalement le comportement de l'utilisateur. Mais finalement, si on le comprenait mieux, on n'appellerait pas ça des biais. Ce serait juste voilà, son comportement à lui, en fait, et qui s'explique. Voilà. Après, l'histoire des biais cognitifs, c'est vraiment ce décalage entre le concepteur et l'utilisateur. Et même si on est soi-même en tant que concepteur, je l'ai remarqué, eh bien, en fait, quand on a la casquette de concepteur, on oublie comment on agit en tant qu'utilisateur. Et donc moi j'aime bien de temps en temps regarder ma famille faire, les gens autour de moi, comment ils font pour réserver un billet de train, pour voilà, plein de choses. Et je me rends compte que ben, c'est pas si évident ce qu'on leur demande en fait. Même des gens qui ont l'habitude, etc., se posent plein de questions. Et sur les nudges, ben, moi je suis pas forcément super enthousiaste sur le fait de, entre guillemets, manipuler sans savoir, enfin de manière implicite les gens. Je pense que, par contre, engager les utilisateurs et leur dire on va mettre en place des choses qui vont vous permettre d'être engagés dans votre tâche. Tu vois, je prends un exemple sur une application pour arrêter de fumer. Bien sûr, on va leur dire c'est bien, ça fait 15 jours que tu as arrêté de fumer, etc. Mais on peut aussi mettre en place, et ça, j'avais trouvé ça assez puissant sur une appli, c'est des gens qui s'encouragent les uns les autres, ou qui peuvent se dire ah ben, moi là, j'ai failli craquer et tout, mais j'ai mis ça en place. Donc, après, c'est toujours pareil. Tu vois, c'est comme un couteau, en fait. Un couteau, il te sert à couper une pomme et à la manger. Il peut te servir aussi à tuer un animal ou ton voisin. Donc voilà, mais après sur les nudges, moi je m'y intéresse pas forcément tant que ça, mais je m'intéresse en revanche plus à comment on engage les utilisateurs sur des choses, des actions qu'ils ont choisies eux. Merci. 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 Je crois qu'il y avait une question là-haut. Non, c'est toujours le cas. C'était de l'autre côté. Vous voulez faire passer là? Bonjour Liv, je m'appelle Laetitia et avec mon équipe on travaille sur des interfaces relativement complexes qui sont utilisées dans le secteur hospitalier. Donc je pensais à ce que tu disais par rapport à l'émotion. On est déjà dans des contextes où il y a beaucoup d'émotions. Comment on travaille ça dans ce type de contexte? Je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un trop-plein? Est-ce que justement notre rôle c'est pas d'essayer de rétablir un certain équilibre pour éviter des risques d'erreur, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur ça. Voilà. Vaste question. Là encore, il faudrait les 2 jours pour pouvoir répondre. Mais oui, mais en fait, je pense que déjà se poser la question de façon peut-être naïve, revenir à la question principale. Moi, je travaille sur les systèmes de prise de parole en public. Je me dis finalement, plutôt que de dire comment on va les faire, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment utile? Tu vois, et même si j'ai des débuts de réponse, mais vraiment en se posant la question de manière plus ouverte, finalement, en fait, on arrive à prendre le problème d'une autre manière, je trouve, et que c'est assez aidant. Et après, ben, les utilisateurs, comme d'hab, ils ont aussi beaucoup de réponses, en fait.
Ils savent, même s'ils n'ont pas toujours la métacognition de savoir exactement ce qu'ils font, mais par contre, ils peuvent donner leur point de vue et c'est très riche d'enseignement. Voilà ce que je peux te répondre dans le temps imparti. Merci. Ok, merci. Peut-être une dernière question, juste ici en face, en haut. Hop. Et assez rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Merci Liv pour ton intervention. Je vais aller rapidement au fait. On a beaucoup parlé en effet de l'humain qui attire l'humain. On est très intéressé par les images d'humains, les émotions, mais à l'heure actuelle, on a une méfiance, je trouve, des utilisateurs envers justement les faux humains, le développement des chatbots où on fait intervenir un faux humain. Comment justement diminuer peut-être cette méfiance là où les entreprises font appel à des faux humains? C'est encore une fois une question complexe puisque la construction de cette méfiance, elle n'est pas forcément en relation avec un service en particulier, mais avec une expérience en particulier. Moi, je constate quand même, et c'est pour ça que je fais ce genre de conférence, qu'il y a beaucoup de souffrance aussi chez certains utilisateurs par rapport à la non-compréhension de ce qu'on leur demande, à la non-réponse à leurs questions, à l'impossibilité d'avoir quelqu'un de... Vraiment, ça crée vraiment des grosses angoisses et des impossibilités pour certains. Et ça, on m'en parle tous les jours quand je parle de ce que je fais. Les gens m'évoquent différents services où ils ont du mal à faire des choses qui leur paraissent banales et qui, à 10-15 ans, on faisait facilement. Donc, alors, il y a des contre-exemples, heureusement, mais il y a aussi beaucoup d'exemples négatifs. Et je pense que vraiment, on a encore... moi, ça fait 20 ans que je parle de ces sujets-là. Et je pense qu'on a encore du travail, quoi, beaucoup de travail. Donc, je suis ravie, j'étais ravie d'apprendre tout à l'heure que l'UX design se développe et la recherche aussi. Tant mieux. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche et des choses à améliorer. Après, pour améliorer la confiance vraiment sur un service particulier, encore une fois, tout dépend de l'usage du service, de combien de fois vous allez l'utiliser. Moi, je sais que pour ma part, voilà, j'ai des services que j'adore utiliser parce qu'ils sont à la fois simples et à la fois je peux faire les choses facilement. Et du coup, ceux-là, je sais que je les quitterai pas parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir affaire à d'autres services qui vont être beaucoup plus compliqués. Donc voilà, je pense que c'est chacun à son niveau, quoi. Merci beaucoup, Liv. Merci à vous.